En l'espace de 6 mois, j'ai un impayé. Et là, le début de la descente aux enfers, quoi. Un chèque qui passe pas, de loyer. Et ça a été les débuts de la fin. Et cette société a été liquidée. Ça a été extrêmement compliqué parce que à cette période-là, je ne prenais pas de salaire et donc ça a enchaîné à titre personnel, un divorce, un burn-out et une remise en question complète de ce que j'étais. Donc je m'appelle Adrien Sfessi, j'ai 38 ans et je dirige le groupe Orsteel, qui est une société familiale qui fabrique notamment de l'éclairage, de l'appareillage électrique et de la quincaillerie haut de gamme. Alors moi, depuis tout petit, j'ai toujours adoré piloter, gérer, manager. Quand j'étais tout petit, on s'amusait le samedi, le dimanche avec les copains du quartier à faire des activités de troc, des mini-villes au sein de notre quartier. Donc j'ai toujours été un peu dans l'âme commerçante, dans l'âme entrepreneuriat. Et je me suis très peu vu salarié dans ma vie. Je l'ai été d'ailleurs moins de 2 ans. Et tout le reste de ma vie, quand on regarde mon CV, j'ai été entrepreneur. Donc j'avais une autre passion qui a démarré à l'âge de 4 ans, qui est le patinage artistique. C'est une passion dans laquelle je suis tombé tout petit dedans, puisque c'est ma maman qui m'a amené à la patinoire Jean Bouin à Nice. Et donc j'en ai fait de mes 4 ans jusqu'à mes 22 ans. Quand on est sur ce sport-là, dans une patinoire, vous êtes sur une patinoire qui fait 60 mètres par 30 mètres, vous êtes tout seul sur la glace, donc quand vous tombez, il faut vous relever, quand vous avez un échec, il faut apprendre à se relever et toujours à anticiper les choses. Et c'est vrai que finalement, ça a guidé beaucoup mon tempérament. Et donc il y a vraiment, pour moi, au-delà du patinage, il y a vraiment des similitudes entre d'ailleurs le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Et beaucoup de sportifs de haut niveau sont des très bons entrepreneurs, ou des très bons entrepreneurs sont des bons sportifs. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette relation forte. À la fin de l'université, je suis revenu à ma volonté d'être donc entrepreneur et créer quelque chose. Et à la suite d'un reportage sur Capital, dans toutes les analyses que j'avais pu faire, il y avait une activité qui pour moi n'était pas développée dans le secteur de Nice, qui était l'activité des fleurs en mode franchise, en mode enseigne. Et comme à cet âge-là, j'adorais prendre des risques, en fait, j'ai créé ma propre enseigne tout seul, en partant de zéro et en imaginant un concept plutôt basé sur du moyen haut de gamme. Et ça a été une expérience très intéressante. J'ai appris sur cette société ce qu'était un besoin en fonds de roulement, ce qu'était un impayé de fournisseurs, et pas un impayé de clients, pardon. Et donc ça m'a ouvert l'esprit sur la dure loi de l'entrepreneuriat. En l'espace de 6 mois, j'ai un impayé. Et là, le début de la descente aux enfers, quoi. Un chèque qui passe pas, de loyer. Et ça a été les débuts de la fin. Et cette société a été liquidée. Ça a été extrêmement compliqué parce que à cette période-là, je ne prenais pas de salaire. Donc je privilégiais mes salariés plutôt que moi. Et donc ça a enchaîné à titre personnel, un divorce, un burn-out et une remise en question complète de ce que j'étais. Lorsque je me suis retrouvé au plus bas et que la motivation à ce moment-là elle n'était pas perdue, elle était cachée sous la honte d'avoir loupé quelque chose. Mais à côté de ça, comme je disais, j'ai eu une chance incroyable d'être recruté par l'entreprise Lidl qui cherchait des responsables pour gérer plusieurs magasins, ce qu'ils en appellent des responsables secteurs. Et en fait, ce qui m'a fait le plus grand bien, c'est que pendant 18 mois, ça n'a pas duré longtemps, hein, pendant 18 mois, j'ai pu me retrouver aiguillé sur ce que je devais faire de mes journées. Et chaque mois qui passait, je reprenais confiance en moi. Ça faisait 6 mois que je ne prenais pas de salaire. Et le simple fait de recevoir de l'argent pour le travail qu'on a fait, je me suis aperçu que en fait, j'ai fait une erreur fondamentale, c'est-à-dire que j'aurais dû me payer. J'aurais dû me payer parce que le fait en plus de sombrer dans la société et de me retrouver à ne pas me payer, en fait, il y avait la double peine, quoi. C'était une remise en question personnelle. Et tout ça a fait que pendant 18 mois, je me suis réintéressé au monde de l'entrepreneuriat. Je crois que quand le jour de mes 30 ans, mon père à demi-mot me fait comprendre qu'il a besoin de moi, c'est ça qui a fait basculer mon choix
de reprise de la société familiale. Horstil a été créé par mon grand-père dans les années 50. Son activité principale était de fabriquer des pièces de métal. Lorsque, dans les années 85, mon père, après son service militaire, a décidé de reprendre l'entreprise de mon grand-père, il y a eu vraiment une volonté de se dire « est-ce qu'on ne peut pas créer un produit fini au sein de l'entreprise familiale ?» Et a été créée donc la fameuse gamme Horstil, la fameuse marque Horstil, dans les années 85-90, qui avait pour vocation à créer des poignées de tirage de porte et des poignées de main courante qu'on vendait à différents cuisinistes français pour pouvoir équiper leur cuisine. Et ce jour-là, il me dit bon ben voilà, j'approche de la retraite, j'ai des propositions pour reprendre le groupe. J'étais à la recherche à ce moment-là d'un nouveau projet professionnel. Lui m'en a parlé un petit peu. Et le match des deux, je savais qu'il y avait, pour reprendre un petit peu sur ce côté historique et sur ce qui m'anime, Horstil, il y a une histoire. C'est 3 générations, c'est familial, c'est viscéral, c'est quelque chose où les collaborateurs qui sont à l'intérieur sont là pour certains depuis mon âge. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés en juillet de 85, moi j'avais 6 mois. Et surtout, on parlait d'un produit fini. C'est-à-dire qu'autour de ce produit-là, on pouvait raconter et mettre en place l'histoire familiale. C'est-à-dire que je ne vends pas une pièce mécanique, je vends un savoir-faire familial. Et donc, moi, je dis à mon père, ok, je viens, mais par contre, Arnaud, mon petit frère, vient aussi, parce qu'il connaît la partie montage, moi, j'y connais rien. Autant je peux savoir gérer, piloter, et je pense avoir retenu les leçons de mon expérience passée, autant, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit dans la technique. Finalement, quand on récupère cette structure-là, il y a les machines qui sont là, il y a le savoir-faire, on a les pièces mécaniques. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les premiers temps? Déjà, on a réouvert la cabine de peinture qui ne marchait plus depuis X années. On a réouvert des bouquins pour savoir comment on devait vernir, comment on devait faire telle ou telle pièce. Et du coup, on est allé rechercher des savoir-faire qu'on n'avait plus. On a reformé des satineurs, des vernisseurs, des personnes qui travaillent le bronze, qui travaillent le satinage, qui travaillent toutes les finitions disponibles. Et donc tout ça, dans les 8 années, on s'est aperçu qu'on est monté en gamme. On est passé d'une gamme distributeur à une gamme très élitiste. C'est le mouton à 5 pattes, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de réaliser des choses que personne ne va faire, dans des délais que personne ne va faire. Et puis en parallèle, il y a la technologie et puis surtout, il y a l'environnement. Nous, pour faire nos traitements sur nos interrupteurs et nos poignées ou sur les éclairages, des fois, on demande du chrome, on demande du nickel, du cuivre, on demande des couleurs. Et pour faire ces couleurs-là, en fait, il faut les tremper dans des bains avec du cyanure, avec du chrome hexavalent, avec tous les produits les plus pires qu'on a au monde. Hein. Et donc, à un moment donné, on s'est dit comment réussir à faire en sorte de pouvoir être autonome et en même temps d'être vertueux. Et là, on est tombé sur une technologie qui s'appelle le PVD, qui était en fait une injection de métal sous vide, où en fait on va pulvériser sur nos pièces du métal. Et donc là, ça nous a permis de nous dire, bah tiens, pourquoi pas recréer une gamme plus middle, à base non pas de laiton, mais à base de produits un peu moins nobles, l'aluminium, mais en travaillant sur des aluminiums recyclés qui sont utilisés à partir de nos déchets à nous, hein, de nos copeaux à nous. Donc comment pouvoir le faire, le valoriser. Et quand était en gestation cette marque qui ne s'appelait pas encore Madame Sid, hein, qui était simplement un projet avec une boîte et avec un interrupteur en aluminium à l'intérieur, c'est d'avoir le conseil et l'avis de quelqu'un qui dirigeait une entreprise comme celle-là. Et c'est comme ça qu'on a postulé et que Horstil a postulé au Top AFEP. Et c'est dans cette vision-là que j'y suis allé. Un, pour avoir un conseil, et l'autre, vraiment pour avoir une vision sur un marché potentiel de est-ce qu'on pouvait se lancer ou est-ce qu'on ne pouvait pas se lancer. Lorsque on me parle pour la première fois du Top AFEP, vous tombez sur plein de portraits de chefs d'entreprise, sur des entreprises multinationales hein, qui sont importantes, et on vous dit bah, tu peux rencontrer le patron de telle société ou le directeur général de telle autre en expliquant pourquoi tu veux les rencontrer. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une notion de c'est pas que pour du business, ça peut être pour du conseil, ça peut être pour se rassurer, pour discuter avec un chef d'entreprise de sa vision. Et en plus de ça, quand vous avez vraiment le chef d'entreprise en face de vous qui dit on va vous recontacter, moi j'ai été recontacté 48 heures après, donc il y a un accélérateur de relations
et d'accompagnement qui est très fort. Et donc c'est là où a été créée cette fameuse marque Madame Style. Lorsqu'on regarde les 8 dernières années de l'entreprise, le constat, il est que positif. Alors, on pourrait toujours dire on peut faire plus, mais quand je regarde le chiffre d'affaires qui a été x10, sur ce chiffre d'affaires-là, en fait, on a changé 4 fois le modèle économique en 8 ans. Donc, ça a été une croisade forte d'arriver à trouver le vrai modèle de l'entreprise qui arrivait à satisfaire tout le monde. Et quand je vois le potentiel que l'on a encore de développement, c'est juste incroyable. Cette société-là, c'est un bijou en termes de savoir-faire et de compétences, et elle ne peut que progresser dans les années à venir.